et bienvenue à Castillon où nous recevons aujourd'hui Fred Mostacci, compositeur de musique instrumentale d'ambiance. Auteur à ce jour d'environ 400 morceaux diffusés partout dans le monde, il a réalisé son plus grand rêve, vivre de sa musique. Fred, bonjour. Bonjour Laura. Vous avez commencé à composer à l'adolescence et puis à l'âge de 18 ans, vous faites votre entrée à la SACEM grâce à une expérience qui s'est passée en Principauté de Monaco et qui est aujourd'hui l'événement fondateur du rêve que vous vivez. Quand j'ai commencé la musique, j'ai eu 2 expériences à Monaco. Donc j'ai eu une première expérience avec le cinéma de Monaco qui voulait de la musique. Et j'ai fait de la musique pour le cinéma de Monaco et j'ai été payé avec 1 an de cinéma gratuit. C'était mon premier contrat. Mais quand on rentre dans ce schéma de compositeur de musique et qu'on veut en vivre, il faut passer par un organisme qui s'appelle la SACEM, à Monaco comme en France. Et pour rentrer à la SACEM, il fallait avoir de la musique qui passe dans des lieux publics. Et donc je suis rentré dans un des immeubles à Monaco, au Parc Palace. Là, il y avait un gardien. Et je lui ai demandé, la musique qui passe là, comment vous faites? Nous, on passe par une société à Monaco qui s'appelle AMSA Musique. Et donc je suis allé frapper, jeune homme, pas de problème. C'est ça qui est remarquable à Monaco, c'est qu'on a accès à quelque chose d'improbable. Et je lui ai fait ces musiques. Oh, c'est super, mais moi j'aime bien la musique un peu brésilienne avec des percussions. Hop, hop, hop. Je suis rentré chez moi, j'ai fait la même musique et j'ai mis les percussions. Il a trouvé ça super. Et donc il a mis ça dans ses programmes, c'est-à-dire que dans les immeubles à Monaco, et puis un peu partout où il avait des contrats, lui, pour passer de la musique, ben, j'avais mes musiques qui passaient au milieu, et grâce à ça, je suis rentré à la SACEM, et que je suis devenu compositeur professionnel. La Principauté continue à vous porter chance, puisque vous vivez une rencontre assez bouleversante avec Léo Ferré. J'ai rencontré Léo Ferré à Monaco, et que c'était bouleversant. Il fait son récital, et il dit à la fin du concert, voilà, je suis né à Monaco, vous êtes tous mes frères, mes sœurs, j'ai toujours craché sur Monaco, ça fait 50 ans que je ne suis pas venu, je vais chanter la dernière chanson et je veux que vous me laissiez dans la misère que je mérite. Et il chante avec le temps. Et il se lève avec ses grandes chevelures, on voit la lumière qui l'éclaire, pas un mot, en silence. Tout. Et là, des gens de Monaco qui se lèvent avec un bras révolutionnaire, mais avec des Rolex comme ça, et Dieu te garde, Léo, longue vie à toi, Léo. Oh, mais c'était... rien que d'y penser, là, j'en ai les larmes aux yeux. Et quand je suis sorti de ce concert, j'avais 19 ou 20 ans et j'étais bouleversé. Et c'est vrai que là, il y a un des types qui était avec Léo Ferré, un manager, qui me voit et qui me dit « Viens, viens ». Et là, j'ai passé 3-4 heures avec Léo Ferré dans sa loge où il est. J'ai l'impression qu'il me reconnaît. Il me dit « Ciao bello ». Viens là comme si c'était une habitude pour un grand personnage de voir des petits genoux fascinés, et je m'en souviendrai toute ma vie. Après cette rencontre avec Léo Ferré, l'une de vos idoles va entrer dans votre vie et va littéralement la bouleverser. Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été fan des artistes à la mode. J'ai toujours apprécié ce qui était musical et j'aimais beaucoup les Beatles. Et en France, je trouve que William Sheller, c'était le plus grand. C'était un très très grand musicien, un type d'une sensibilité extraordinaire, et qui avait une approche de la musique orchestrale et pas façonnée par avance. Et je suis allé le voir en concert à Nice. Et pareil, comme Léo Ferré, c'est-à-dire qu'après le concert, je suis allé le voir. Sauf que là, j'avais en tête de devenir compositeur, tout en lui disant j'aimerais que vous m'appreniez la musique. Mais moi, je donne pas des cours, mais il y a une école à Paris, j'envoie mon fils, vous devriez faire, c'est super. Et c'est une époque où j'ai vraiment changé, pris des décisions. J'étais à la faculté, mes parents avaient fait un crédit pour m'acheter une voiture, j'avais 18 ans, j'ai vendu ma voiture et j'ai fait un disque. Je suis allé dans un studio, j'ai fait un disque avec mes chansons, j'ai travaillé la musique et j'ai fait ce concours d'entrée dans une école qui s'appelait Ars Nova Music College. Je retourne voir William Sheller à Paris après un concert en le disant, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je vous avais vu à Nice, vous m'avez dit de faire cette école, voilà, je suis rentré dans cette école et j'ai fait un disque que j'avais dédié à William Sheller pour le remercier parce que c'était mon héros. Et donc j'ai apporté ce disque et quelques jours après, chez moi, le téléphone a sonné, bonjour William Sheller. Alors je prends rendez-vous et j'arrive chez William Sheller, puis il m'amène dans son petit studio de musique, là où il compose. Il avait mon disque et puis il m'avait dit, tiens, c'est intéressant. Et après, j'ai travaillé avec lui pendant à peu près 2 ans à étudier la musique, la composition, etc. C'était pas un prof, c'était un maître.
Il n'y a pas un programme où il vous inculque la matière. C'était plus que ça. C'était pas de la philosophie, mais c'était quelque chose de la vie. William Scheller m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit « La musique, c'est des questions et des réponses. C'est le credo de ma vie. » Et à tout niveau, depuis ce moment-là, quel que soit le degré auquel j'appréhende la musique, c'est des questions et des réponses. Je vais vous dire par exemple, vous avez un premier mouvement, un deuxième mouvement et un troisième mouvement, mais la musique c'est tabadabadabadada, badabadabadada, tabadabadabadada, badabadabadada, badabada, pam pam, et ça c'est la vie. On a fait ensemble un studio d'enregistrement déjà. Parallèlement, je continuais l'école de musique avec son fils. J'ai pris un appartement avec son fils, donc on a mené une vie, nous, d'étudiants. Lui, il a mené une vie d'artiste et de star. Mais à côté de ça, on vivait un petit peu dans son ombre. Quand il faisait l'Olympia, on venait à l'Olympia. Et ça, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai appris que le maître fait l'élève autant que l'inverse. L'élève fait le maître. C'est-à-dire que, évidemment, on était dans la lumière du maître. Quand je dis on, c'est son fils et moi. Lui, c'est un grand monsieur et nous, on apprenait. Mais moi, je me souviens que, par exemple, une fois, Scheller me fait venir « Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute !» Et puis je trouvais que ça faisait sous Beatles, je trouvais que c'était pas de son niveau, mais je me permettais pas de dire « William, t'as déconné, ça le fait... » Non, non, non. Donc j'ai répondu « Ouais, ouais. » Et il a bien vu que ça me plaisait pas vraiment. Et il a complètement modifié son album, son projet, etc. Il est parti sur autre chose. Ça l'a sans doute vexé. Mais j'étais son premier public, j'étais son plus grand fan, et je connaissais très très bien sa musique. Tout maître n'est jamais abouti. Il a toujours une perpétuelle remise en question, une perpétuelle évolution. Et je pense que j'avais participé à ça. Et ça, c'est une expérience qui est enrichissante des deux côtés. Alors j'aimerais que vous nous racontiez aussi une rencontre un petit peu plus anecdotique, mais qui illustre très bien votre capacité finalement à attirer à vous les rencontres providentielles. Je veux parler de celle avec Eric Clapton. J'ai fait ma crise d'ado à 35 ans à peu près. C'est-à-dire que j'ai eu envie à 35 ans de faire du rock and roll. J'ai grandi entre Beaune, en Bourgogne, et Monaco. Et lorsque j'habitais à Monaco, j'allais jouer de la musique dans des bistrots en Bourgogne, faire du rock and roll avec des guitares. Et sur l'autoroute, une fois en rentrant sur Monaco, je me fais doubler par une Ferrari. Je m'arrête prendre de l'essence, il y a la Ferrari à côté de moi. Et là, sort de la voiture un type très classe, et je regarde Eric Clapton. Et j'avais des guitares plein la voiture, quoi. Et donc, personne ne l'a reconnu. Oh, je suis sorti une guitare, je suis allé le voir, et là, il me voit. Oh, il a été gentil comme tout. Et j'ai serré la main de Dieu, parce qu'on l'appelle Dieu, le guitariste l'appelle Dieu. Et j'ai fait signer quelques guitares que j'avais là. C'est une petite rencontre. Aussi Eric Clapton, mais pendant des années après, j'ai toujours eu un marqueur dans ma voiture au cas où. Et ça m'est jamais arrivé à nouveau, mais bon. Alors, ensuite, votre carrière musicale prend un nouveau tournant, vers l'âge de 40 ans à peu près. Vous décidez de vous former un nouveau métier, celui d'ingénieur du son. Je suis compositeur de musique d'ambiance, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai des musiques qui sont diffusées à travers le monde, non pas des musiques de pop stars, mais des musiques qui passent dans des lieux publics, un peu la télé, des choses comme ça. Et c'est un métier qui risque de disparaître, parce que Internet facilitant la chose, le CD n'existe plus. Et effectivement, il y a quelques années, je me suis dit, il faut que je me réoriente, parce qu'un jour ou l'autre, le rêve va s'arrêter. De mon expérience, j'avais fait beaucoup de musique, je me suis dit, si je suis capable de le faire pour moi, je suis capable de le faire pour les autres. Et j'ai donc voulu créer un studio d'enregistrement, mais avant de le faire, il fallait être compétent, et moi, je n'avais pas fait les écoles d'ingénieur du son, et je n'étais pas producteur officiel. J'ai fait une école qui s'appelle Berklee School, qui est une école célèbre à Boston, mais j'ai profité d'un nouveau service qu'ils proposent, un service Internet, mais qui est très très bien, parce qu'ils fournissent comme les diplômes les mêmes que ceux qui donnent là-bas. Vous avez les profs en visioconférence, et vous avez des cours, des exercices à donner, et un diplôme. Donc j'ai fait pendant plusieurs mois, ça dure 1 an et demi, je crois, mais j'ai fait beaucoup. Et après, j'ai fait un truc extraordinaire qui est en France, qui est pas loin d'ici, qui est un Saint-Rémy de Provence. C'est peut-être la meilleure formation au niveau mondial. Et en tant que compositeur, on avait droit à des remboursements de formation comme tout métier, et donc j'ai profité de ça. Et j'ai fait, c'est ce qu'ils appellent Mix with a Master, où on est formé à la production et à ingénieur du son, mais avec des grandes pointures. C'est-à-dire, vous avez l'ingénieur du son de Led Zeppelin, qui ont travaillé avec les Beatles, qui ont travaillé avec les Rolling Stones,
Et puis des modernes avec Red Hot Chili Pepper, avec Adele, avec Jay-Z, U2, Elton John, enfin tout le monde. Et là, on apprend non seulement le métier, mais on rencontre d'autres professionnels. Et donc, je suis rentré effectivement par la grande porte, je dirais, dans le métier d'ingénieur du son et producteur. Et donc, aujourd'hui, j'ai créé un studio d'enregistrement pour recevoir des artistes et travailler pour eux au service de leurs projets pour faire des disques. Alors, ce studio d'enregistrement, nous y sommes, il s'appelle le Nid Perché. D'ailleurs, pourquoi le Nid Perché? Si vous regardez par la fenêtre et puis vous regardez la vue... ça explique tout. J'ai des artistes qui viennent ici pour profiter du retrait, profiter du soleil de la Côte d'Azur. C'est sur les hauteurs. Pour bien s'imprégner, quand on fait un disque, il faut se couper du reste du monde, il faut profiter de la magie. Et le lieu ici est fait effectivement pour que l'artiste soit entièrement dédié à son projet. Vous accueillez ici toutes sortes de publics donc, et puis notamment des anciens de la Star Academy ou de la Graine de Star pour l'anecdote. Et puis un jour vous ouvrez la porte au rappeur Niro qui vous fait plonger dans un univers musical très différent. Moi je suis de la vieille école, j'aime les Beatles, j'aime Pink Floyd. J'ai bossé un peu avec Alan Parsons aussi à Abbey Road parce que c'est mythique et puis parce que c'est la grande tradition. Et c'est vrai que je connais pas le milieu du rap moderne, etc., rap français. Et c'est un artiste qui s'appelle Niro, un type des cités qui représente les minorités ethniques. Et quand il a commencé à chanter ici, j'ai frissonné parce que même si c'est pas ma culture artistique, il y a une authenticité qui est incroyable, d'émotion, quoi. Et donc, il a enregistré 2 disques ici. Ce qui est marrant parce que j'ai pas l'habitude de recevoir des gens célèbres, je reçois plutôt des artistes locaux. Et c'est vrai que quand il est venu, il y avait des fans qui venaient à la porte, là dehors. Il fait des chansons très dures, hein. Il fait des chansons sur les gangs, et il fait cette chanson Papillon de nuit, meurt à la première heure, et il me raconte, mais tu comprends, Papillon de nuit, c'est tous les mecs qui sont drogués, etc. Donc, et c'est vachement poétique, c'est une super chanson. On va avancer un petit peu dans le temps, on se retrouve en 2016, l'année dernière, où là, un grand monsieur du cinéma français va entrer dans votre vie, à savoir Claude Lelouch. Claude Lelouch, c'est un type de toute façon qui est un type remarquable, mais remarquable. Et si vous connaissez un peu le cinéma de Claude Lelouch, tout est basé sur le hasard et les coïncidences. Il aime la vie, il aime toujours l'instant présent. C'est quelqu'un qui est en perpétuel émerveillement. Il est toujours formidable, formidable, on va faire ça, on va faire ça. Et Claude Lelouch a monté des studios de cinéma à Beaune. Et lorsqu'il a inauguré ses locaux, il a fait son propre film qui s'appelle Chacun sa vie. Ils sont allés voir le magasin de musique de Beaune en disant, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire de la musique? Et eux, ils disent, on n'est pas ingénieur du son, on ne connaît pas, mais on connaît un ingénieur du son qui a fait des disques pour nous, qui s'appelle Fred Mostacci sur la Côte d'Azur. Claude Lelouch s'installe à Beaune, je reçois un appel du directeur des films 13. Là où c'était magnifique, c'est qu'ils m'ont proposé de venir tester un petit peu leurs locaux, et on a enregistré une chorale d'enfants dans les studios de Claude Lelouch. Et là, je pense que le directeur des films 13 a dû appeler Claude Lelouch en disant « Oh, c'est super, il a recréé un studio d'enregistrement dans le studio de cinéma. » Très très vite, on m'a dit « Mais est-ce que vous voulez pas participer au film de Claude Lelouch ?» Bien sûr que si. L'idée de Claude Lelouch, c'était d'enregistrer, de recréer un environnement de studio d'enregistrement et d'enregistrer des musiciens dans son film. Et alors, il y avait beaucoup de monde sur ce film, ça allait de Johnny Hallyday à Dujardin, il y avait Vincent Perez, Hilberstein, Gérard Darmon. Je me suis retrouvé effectivement à faire mon métier d'ingénieur du son, en enregistrant Liane Folly, en enregistrant Dimitri Naïditch, Laurent Couson. Sauf que la grande particularité, c'est qu'à un moment, Claude Lelouch m'a demandé « Mais tu peux être dans le film ?» Non, bien sûr. Et donc je me suis retrouvé à un moment dans un film de Claude Lelouch. Et être dans un film de Lelouch, c'est magique. Parce que ça se passe comme ça, on vous dit moteur, on entend Claude Lelouch qui dit action. Claude Lelouch commande aux éléments. Lorsqu'il dit action, le vent s'arrête. Et en fait, j'ai passé un mois à enregistrer toutes les musiques qu'on voit dans le film. Chaque fois qu'on voit des musiciens, j'ai enregistré ça. Et après, vous vous êtes retrouvé en photo, mais ça, il ne vous l'a pas dit, le petit coquin, sur la pochette de la bande originale du film, c'est ça? Voilà. Il est rare qu'on ouvre un disque et qu'on voit l'ingénieur du son en train de travailler, mais dans le disque de Chacun sa vie, lorsque vous ouvrez, on me voit en train de travailler, d'enregistrer l'orchestre de Laurent Couson. Vous vivez en fait de votre musique, donc vous vivez de votre rêve en fait, pour résumer. Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un rêve qui n'est encore pas accompli? Moi, le rêve, je suis dedans. Aujourd'hui, je vis de mon droit d'auteur, je compose de la musique. Le cauchemar, ça serait que ça s'arrête. Aujourd'hui, je pense que le public ne sait plus écouter la musique.
Je me souviens, avant, on avait des grosses chaînes stéréo, on mettait un disque, on écoutait un disque du début à la fin. Aujourd'hui, ça s'est perdu parce que c'est le fichier MP3, parce que c'est l'ordinateur, c'est parce qu'on n'a plus le temps. Mais la musique s'est dégradée, qualitativement, musicalement et techniquement. Moi, mon rêve, celui auquel je voudrais participer, c'est une amélioration de la qualité des enregistrements de musique. Et je suis persuadé, et je ne suis pas le seul, que la dégradation musicale qu'on a aujourd'hui va disparaître. On a les moyens de se permettre, tous à la maison, d'avoir de la très grande qualité pour pas cher aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on peut très très bien participer à une évolution des enregistrements de musique en très haute qualité. En France, à l'international, c'est accessible aujourd'hui. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aujourd'hui aimerait, comme vous, vivre ses rêves, mais qui finalement hésite à franchir le pas? Il faut savoir quel est son rêve profond. Et ce rêve profond, si vous l'avez, c'est lui qui vous prend, c'est pas vous qui le prenez. On ne domine pas le destin, c'est le destin qui vous domine. Et si vous savez vous faire dominer par le destin, vous rentrez dedans. C'est pas moi qui ai appelé Claude Lelouch en disant « Claude, j'aimerais faire votre film parce que je le mérite ». Si elle m'est tombée dessus. Comment vous expliquez cette capacité que vous avez à attirer les rencontres providentielles dans la vie? Je crois qu'il faut s'écouter, il faut écouter son corps, son émotion. Très sincèrement, s'il y a quelque chose qui est beau et que je me sens pas bien, mon corps me commande. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je sais pas, il y a toujours quelque chose, un signe qui va me prévenir qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors comment peut-être louper sa vie en ayant des doutes? Si on se dit ça serait super, mais non, je crois que si on veut réussir son rêve, on sent l'ouverture, et puis c'est une invitation, mais si je suis invité, je viens. J'ai toujours pris que ce soit le manager de Léo Ferré qui m'invite à aller dans la loge, ou que ce soit le directeur des films 13 qui me propose un truc, c'est pour moi. Les invitations qu'on m'a faites, pour moi, ça a toujours été ce qui m'a ouvert la vie, ce qui m'a ouvert ma voie. Hein. Ce que j'ai aujourd'hui, faire la musique, aider les autres à faire de la musique, être dans cet environnement-là, moi, je suis dans mon rêve. Parce que je peux peut-être accepter les portes quand il fallait, quoi. On va la faire à la Lelouch. De but en blanc, le mot de la fin. Il ne faut pas s'imaginer être numéro 1 si on est fait pour être numéro 9. La place du numéro 9 est aussi belle que la place du numéro 1. Il y a peut-être même moins d'emmerdes. Il faut savoir ce qu'on vaut et pas être jaloux des autres. Il faut vivre pleinement en soi. Le cuisinier qui fait quelque chose d'extraordinaire, il ne prétend pas à être une rockstar. Et je pense que c'est le défaut de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est d'avoir un rêve. Pas un rêve inaccessible, un rêve qui n'est pas fait pour eux. Qui ne leur correspond pas. Qui ne leur correspond pas. Moi, je crois qu'effectivement, c'est se connaître soi-même, c'est connaître le rêve qui nous entoure. Le rêve qui m'entourait, c'était de faire, pas d'être une rockstar, c'était de faire des musiques et manger avec le fruit de ma musique. C'est un rêve qui m'est accessible, qui m'a été donné et que j'ai pas refusé. Eh ben, on vous souhaite que ça dure encore le plus longtemps pourvu possible. Que ça dure. Mon nouveau credo, ça serait juste ça. Pourvu que ça dure. Dans cet entretien, Fred Mostacci nous a livré 3 clés pour vivre pleinement ses rêves. Se connaître soi-même et identifier son rêve profond, écouter son corps et ses émotions, ignorer les doutes et répondre aux invitations de la vie. Si Fred Mostacci l'a fait, pourquoi pas vous ?